Bien, bonsoir chers collègues. Nous allons commencer le conseil municipal. Merci à Monsieur Briand d'être parmi nous pour présenter le cracle. On va donc commencer quand même par l'appel, bien sûr, le quorum pour vraiment démarrer le conseil en respectant toutes les règles. Et il y aura aussi donc le PV du conseil municipal du 17 juin à voir et la démission donc d'un de nos élus. Puis après, Monsieur Briand prendra la parole. Donc promis, ça va être rapide. Voilà, je vais donc secrétaire de séance, je sais pas, Monsieur Malingre. Ok. Merci Alain. Donc l'appel, Monsieur Aftim. Renan Agaès, il va pas tarder. Antoine Boniface. Charlène Bequet est absente et m'a donné un pouvoir à mon nom. Michel Boucard. Présent. Laurence Caillard. Présent. Fabienne Collin. Présent. Jean-Louis Dubreuil. Bouchra El Asnaoui. Chantal Friquet. Myrlène Fubert. Présent. Marie-Noël Gallet. Présent. Daniel Gobert. Daniel n'est pas arrivé. Normalement, il doit venir aussi. Gisèle Hutto. Présente. Okay. Pierrick Jouff. Présent. Marie-France Lahaye. Présent. Paul Lemeu n'est pas là. Daniel Gobert, donc présent. Madeleine Lecronier. Présent. Laurent Leport. Présent. Alain Malingre. Présent. Valérie Pereira. En théorie, elle doit venir également. On va attendre un peu. Martine Kellock. Présent. Aurélie Kemener. Présent. Marie Raoult. Présent. Clarisse Renou. Présent. Didier Chacdonophone. Présent. Et Olivier Vacher. Présent. Ok. Donc, effectivement, le quorum est atteint. Bien. On va donc voir quand même le PV donc, du conseil municipal du 7 juin. Et ensuite, la délibération. Puis après, donc... pardon ? Du 17 juin, oui. Est-ce qu'il y a des observations ? Non. Bon, ben, donc le conseil, le PV est accepté à l'unanimité, merci. Démission de Mario. Donc c'est la première délibération qu'on va prendre. Donc effectivement, comme ça a été vu en commission ressources humaines, Mario Nota, donc pour des raisons effectivement personnelles et de santé, a donné sa démission. Donc, conformément à la réglementation article L 21-22-9 du Code général des collectivités territoriales, dans les communes de 3500 habitants et plus où s'applique le scrutin de liste, le remplacement d'un conseiller est effectué par appel au suivant de la liste. La liste étant arrivée à épuisement, il ne sera pas remplacé. Il est proposé au conseil municipal de prendre acte de la démission de M. Damota et de la modification du tableau du conseil municipal. Vous devez avoir ce tableau en annexe. Merci. Renan est arrivé, donc je le pointe. Donc, effectivement, prendre acte de la démission de Mario Damota. Donc, nous serons maintenant 28 au lieu de 29. J'avais une question par rapport à ça, sur le nombre. Dans le conseil, on est un nombre pair. Est-ce que ça pose question ou pas ? J'ai pas écouté. Aucune question. Non. Non, la seule question, c'est s'il y avait un tiers, effectivement, des élus qui démissionneraient par rapport aux 29 d'origine. Effectivement, là, il faudrait effectivement provoquer des élections, sauf si ça se passe une année avant l'élection municipale, à savoir 2026. Donc, si c'était le cas en 2025, eh ben, on continuerait en l'état, donc jusqu'en 2026. Quoi. Et pour l'instant, 1, 2, 3. Le tiers, ça va représenter 9 élus, je crois, à peu près de mémoire. Donc, s'il y avait 9 élus, effectivement, moins de la liste, bonsoir, effectivement, je me poserai la question. Quoi. Mais ce n'est pas le cas maintenant, donc ça ne change rien. Sauf qu'on a, effectivement, dans notre équipe, un élu de moins. Quoi. On est donc 22 au lieu de 23. Voilà, je vous remercie. Pierrick qui va donc proposer la délibération qui concerne le crack le 31/12/2023. Très bien, merci. J'expose en fait la présente délibération qui a pour objet de présenter le nouveau compte-rendu annuel à la collectivité. On vient de le voir largement avec notre technicien de territoire qui nous accompagne depuis le début de la ZAC, je rappelle.
de la ZAC des Champs Bleus, bilan au 31 décembre 2023. Par délibération du 23 septembre, donc on vient de le rappeler il n'y a pas longtemps, du 23 septembre 1996, le conseil municipal s'est engagé dans la création de la ZAC de la Tramabonnière. D'ailleurs, à l'époque, elle s'appelait comme ça, et non pas les Champs Bleus. Un nouveau quartier d'habitat dans le secteur est de la commune de Vezin-le-Coquet, de part et d'autre de la RD 125, donc une départementale. En 2002, lors de la séance du 21 octobre, le conseil municipal a souhaité faire évoluer le périmètre de cette ZAC et a donc créé la ZAC des Champs Bleus. Le dossier de réalisation ainsi que le programme des équipements publics ont été approuvés par délibération du conseil municipal en date du 29 mars 2005. Le dossier de compte-rendu annuel à la collectivité préparé par la Société Territoire présente le bilan des études et acquisitions réalisées. Et j'allais rajouter et à réaliser, puisque dans un compte-rendu annuel à la collectivité, c'est à la fois tout ce qui a été fait et tout ce qui restera à faire d'ici la fin de la ZAC. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver le compte-rendu à la collectivité de la ZAC des Champs Bleus au 31 décembre 2023. Est-ce que vous avez des questions ? L'avenant numéro 12, il est prévu quand? Alors, je dois voir. Alors, je ne sais pas si je l'ai. Moi, je n'ai pas avec moi là, le dossier complet du compte-rendu. Simplement, j'avais dû noter ça. Je n'ai pas la date. Je rappelle que cet avenant numéro 12, c'était de modifier le montant de la participation du bilan de la ZAC au coût de réalisation d'équipements publics, le faisant passer donc de 1 867 203 à 1 967 203 pour l'extension de 100 000 du réseau de chaleur. Mais voilà, pour ce qui est de la date, je ne peux pas vous répondre. Plus 350 000 de boni, non? Pardon? Plus 350 000 de boni. Oui, ça passera dans le conseil municipal du mois de novembre. Le boni? Cette décision-là, oui. Voilà, sinon, donc, nous, on rappelle en fait notre opposition en fait à prélever en fait dès maintenant en fait 350 000 euros de boni. On estime en fait que c'est une avance en fait qui ne sera plus là dans le budget 2028, ah bah ça, 2029. Et donc en fait c'est privé en fait finalement le mandat suivant de 350 000 euros. Et je pense que c'est pas très c'est pas bien quoi. Voilà quoi. Faut pas dire pire quoi. Alors, je peux vous répondre, monsieur Dubreuil, effectivement. Comme on l'a déjà dit, notre vœu aujourd'hui, c'est de faire avancer l'extension urbaine et surtout le renouvellement urbain, dont tout le monde parle. Il faut des commerces, etc., etc. Il faut bien sûr des logements, puisque sans des logements, il n'y aura pas de renouvellement urbain. Et donc, cette possibilité qu'on a d'anticiper le versement, effectivement, d'une partie du résultat positif de la ZAC des Champs Bleus va nous faire gagner plusieurs années. Déjà, les études vont pouvoir démarrer en 2025. Donc, vous savez que c'est très long, hein, de toute façon, une ZAC, la mettre en place, etc. Avant d'arriver à la situation d'acquérir, pas par nous, mais par effectivement les professionnels qui sont en charge de ça, d'acquérir les biens, d'acquérir effectivement, d'indemniser les commerçants, etc. Il faudra encore des années. Donc, gagner 3 ans sur un projet comme ça, puisque pour nous, ça fait des années, ça fait 20 ans qu'on parle du renouvellement urbain, et la seule façon d'avoir un renouvellement urbain, c'est d'avoir les moyens de le financer. Et donc là, démarrer par les études dès 2025, ça nous fait gagner effectivement beaucoup de temps, plutôt que d'attendre 2027-2028 pour dire, OK, ben, on lance un renouvellement urbain, on fait des études. Donc voilà, c'est anticiper un boni, et c'est bien entendu réaliser beaucoup plus vite les études qui nous permettront d'atteindre notre objectif, à savoir, d'une part, une extension urbaine, et par ailleurs, et aussi d'ailleurs une zone d'activité économique, parce que les deux sont liés, et par ailleurs, effectivement, avoir ce renouvellement du centre-ville. Il n'empêche que ça sera 350 000 euros qui manqueront en 2028. Bien sûr, puisqu'on les aura en 2025.
2026. Donc c'est très bien, on les a d'une façon anticipée. Il est évident qu'on ne va pas y avoir deux fois. Ils auraient pu servir à autre chose, monsieur le maire. Vous ne savez pas à quoi ils auraient pu servir en 2028, donc vous faites un hold-up sur le budget 2028 en disant monsieur Dubreuil, calmez-vous. On prend 350 000 € aujourd'hui pour faire des choses qu'on aurait peut-être pu faire. Il n'y a pas de hold-up. Il n'y a pas de hold-up. Bah, si, bien sûr que... Je suis pas un cow-boy, je ne suis pas un bandit masqué, je ne fais pas de hold-up. Et je ne suis pas le seul à décider, de toute façon. Moi, par contre, je trouve que ça manque de transparence sur la participation financière aux équipements publics. On nous dit c'est tant. Alors, la réponse, je l'ai à peu près tous les ans, c'est la même chose, c'est aléatoire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que finalement, c'est pas si aléatoire que ça. Hein. Ça peut être des habitants, ça peut être de la surface, ça peut être autre chose, mais il n'y a rien de très concret. Vous voyez, la réponse, moi j'aurais bien aimé que ce soit plus transparent, et j'ai le sentiment, alors à tort ou à raison, que c'est très peu, si vous voulez, par rapport au budget global des ZAC. On arrive presque à 43 millions si on fait 37 ou 43, peu importe si vous voulez. 37 si on ne fait pas le secteur 5, 43 si on fait le secteur 5. Et puis sur ce, on va avoir 1,9 million, quoi. Vous voyez? Alors, et moi, j'ai le sentiment quand même que... Non, c'est pas 1,9 million, on est déjà à 1,9 million, là. Non, on va avoir beaucoup plus. Voilà. Puisqu'il y a la participation de oui. la ZAC. Il y a et je trouve que c'est pas beaucoup, quoi. Vous voyez, Non, mais là, c'est un pré-boni, savoir, c'est pas l'arrêté de la ZAC. Si vous voulez, les équipements publics... C'est encore pire ce que vous me dites. C'est nous qui fléchons les équipements publics. C'est nous qui les fléchons. Il y a des équipements publics qui sont obligatoires. Monsieur Briand parlait tout à l'heure de l'avenue des Champs Bleus. Cette avenue des Champs Bleus, elle était en partie, effectivement, liée à l'augmentation de la population, donc des véhicules, et également liée à tout à chacun, et les autres citoyens, et pourquoi pas les citoyens d'autres communes. Donc c'est vrai que cette participation à l'espace public peut être ciblée sur, par exemple, le restaurant scolaire, puisqu'on a effectivement 500 000 €. Mais ce n'est pas la totalité des restaurants scolaires, puisqu'on ne peut pas mettre la totalité, puisque les enfants des écoles viennent aussi d'autres quartiers. Ça peut être effectivement le rond-point, ça peut être plein de choses. Voilà. Donc on suit, au fil du temps, je dirais qu'on arrive à cibler maintenant à peu près, on en sera en 2028. Et on a progressé, puisque déjà, c'est ce que je vous disais, avec le comité de pilotage, on a effectivement échangé et vu quels étaient les collectifs et les promoteurs qui, effectivement, construiront ces collectifs. Et les prix sont déjà arrêtés. Moi, je trouve que c'est quand même très peu par rapport à... Moi, j'ai le sentiment que c'est tous ces bâtiments, si vous voulez, ça nécessite quand même des équipements publics, le restaurant scolaire, entre autres, d'autres équipements, les sports, etc. Et finalement, on voit bien qu'on est bloqué parce qu'on n'a pas le financement pour le faire. Il y aurait la volonté de le faire, mais on finance comment? On a bien vu que le budget, on a eu M. Jouan qui est venu nous faire une extrapolation jusqu'à fin 2026 de la situation de la commune. Et voilà, on voit bien que nos capacités d'investissement, elles seront quand même bien très sûr, faibles. mais ça, on ne l'a jamais caché. Et voilà. Et la seule façon peut-être de donner de la recette à la commune, au-delà d'augmenter des impôts, c'est aussi peut-être de dire cette ZAC, elle pourrait financer un peu plus. Notre commune, elle a quand même changé de paysage du fait de tous ces logements, si vous voulez. Et les équipements, à mon avis, ne suivent pas, quoi. On voit bien que ça ne suit pas. Et ce n'est pas la volonté de ne pas suivre, c'est le financement qui ne suit pas. Vous voyez, il y a des choix qui ont été faits. Je sais pas. Oui, voilà, mais je me dis quand même, quand on a 43 millions de dépenses, qu'on récupère 1,9 million, et peut-être un petit bonus, peut-être et peut-être pas encore. Je me dis quand même qu'on va avoir un restaurant scolaire qui va arriver à presque 5 millions, quand bien même, c'est pas simplement l'effet d'augmentation de la population, mais ça y contribue largement quand même, vous voyez. C'est les classes, c'est l'équipement sportif, c'est les commerces, c'est tout et tout, quoi. Les commerces, justement. On revient sur ce que je disais tout à l'heure. On voit bien que nos capacités, même si on avait la volonté, si vous avez la volonté de dire on va améliorer les équipements de la commune parce que c'est nécessaire, on le voit bien, et puis il n'y a pas besoin de réfléchir très longtemps pour le dire, il n'y a pas de financement. Écoutez, Nos sources de financement, c'est quoi? On augmente les impôts, ça c'est fait largement déjà, 2 années consécutives. Oui, 2%. Puis après, c'est quoi? Ça serait Rennes Métropole quand même qui nous envoie tout. Moi je pense qu'il devrait financer davantage. Alors, c'est mon avis, à tort ou à raison,
Et j'ai pas raison. la réponse à chaque fois que je pose la question à Monsieur Briand. Finalement, voilà quoi, c'est aléatoire, c'est comme ça, c'est à peu près. Ben moi, ça me satisfait pas quoi. Enfin, je me dis mince quand même. Non, mais vous avez raison de vous poser la question. Sans doute que vous avez les réponses, mais moi je les ai pas en tout cas. D'accord. Merci. Ce que je voulais vous dire, moi, c'est quand même équipement public. Je vous rappelle quand même que le Tempo a été inauguré en 2015, donc ça fait 10 ans. Donc c'était aussi un équipement public important et qui est connu, reconnu par tout le monde. Là, donc deuxième mandat, on fait effectivement le restaurant scolaire. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a eu pas mal d'études de fait et on voit bien que les logements, même s'il y a un ralentissement actuel, mais ça va obligatoirement démarrer puisque tous les jours on voit dans la presse qu'il y a des gens qui dorment dehors. Il manque 5000 logements sur la métropole, etc., etc. Donc ça va obligatoirement redémarrer. Les emprunts, le taux des emprunts commence effectivement à baisser. Il y a le BRS, le bail effectivement social, où le foncier appartient aux constructeurs et le bâti appartient effectivement aux propriétés d'un occupant, et le foncier, donc le terrain, reste la propriété d'un office foncier. Ce qui fait que sur un projet, ça représente une économie de 30-40 000 euros selon la grandeur du terrain. Donc tout ça fait que ça va obligatoirement démarrer. Bon, il y a une période creuse, il y a eu effectivement des promoteurs qui ont malheureusement dévissé. Hein. Il y a aussi pas mal d'entreprises qui dévissent, mais ça redémarre. Ne faites pas dire que justement, je ne dis pas que les équipements, enfin le restaurant scolaire, le Tempo, tout ça, c'est à tort, pas du tout, bien au contraire. Je trouve qu'il n'y a pas assez justement d'équipements, si vous voulez, c'est ça. Et pourquoi il n'y a pas assez d'équipements ? C'est peut-être pas la volonté de la municipalité de dire on bloque les équipements, c'est simplement que le financement ne suit pas. Et voilà, et pour moi, la source de financement, ça serait un peu ça quand même, quoi. C'en est une en tout cas. Voyez ? Voilà, mais celle-là sera utilisée effectivement pour financer des équipements publics, puisqu'in fine aussi, on verra enfin se réaliser le renouvellement urbain, parce que moi j'en ai un peu marre de voir les gens qui disent de toute façon il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas de boucherie, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Oui, il faut se donner des moyens. Comment être attractif effectivement si on continue d'avoir ce genre de bâtiment qui est quand même passablement usé, si on ne se donne pas les moyens de faire un renouvellement urbain, donc d'avoir des logements pour le payer. Voilà, je vous remercie. Il y a d'autres questions ? Sur les dotations de métropole, le FPIC récemment. Le FPIC, c'est... Voilà, écoutez, je vous remercie. Et puis, la ZAC n'est pas terminée, c'est-à-dire que la participation de la ZAC aux équipements d'intérêt général, ils peuvent encore arriver d'ici la fin de la ZAC aussi. D'accord. Donc la question, c'était effectivement d'approuver le craquel de la ZAC des Champs Bleus. Donc, qui est contre ? Donc, 5 contre. Oh, pardon, excusez-moi. Non, mais je regardais à droite. D'accord. Qui s'abstient ? Il n'y a pas d'abstention. Donc, qui est favorable ? La différence favorable. Qui est pour ? Voilà. Merci beaucoup. Je vais revenir, si vous voulez, à l'ordre du jour dans sa suite, à savoir la création d'un comité social territorial au niveau donc de l'administration générale finance. Comme ça a été vu en commission, effectivement. Tiens, il se passe des choses bizarres. Ah, ouais, d'accord. Je vous rappelle qu'au-dessous de 50 agents, donc la commune était rattachée au comité social territorial du CDG 35. Comme on est au-dessus des 50 agents, nous devons créer le CST, donc ce sera fait au 1er janvier 2025. Entre 50 et 199 agents, il est possible d'avoir entre 3 et 5 titulaires, même nombre en suppléant. Composé à nombre égal de représentants de la collectivité et des représentants du personnel titulaire, nous proposons 3 titulaires et 3 suppléants dans le collège du personnel, ainsi que dans celui des employeurs. Pour le personnel, le vote peut être fait à l'urne ou par correspondance. Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste. Les candidats se présentent par 2, un titulaire, un suppléant. Il y a eu donc dernièrement à la mairie des réunions pour le personnel avec des représentants des syndicats. Le vote du personnel aura lieu le 10 décembre 2024 pour des agents figurant sur des listes syndicales. Donc ça peut être des agents communaux qui seront sur des listes syndicales, ou si effectivement il n'y a pas de personnes, mais c'est pas le cas Vezin, il y aura effectivement des gens qui sont syndiqués. Donc autrement, ça pourrait être effectivement des délégués syndicaux venant d'une autre commune. Les représentants du collège des employeurs et le cadres sont nommés par arrêté du maire.
Alors, quelles sont les compétences du CST? Donc, il examine et émet un avis sur les ressources humaines, fonctionnement, organisation des services, politique indemnitaire, temps de travail, CET, etc. Les critères d'action sociale ainsi qu'aux aides à la protection sociale complémentaire. Les conditions générales du travail, télétravail, mise en place de tickets restaurants et la santé au travail, bien sûr. Entre autres, ce sont des exemples. L'organisation générale du travail, par exemple les ARTT. D'autres questions pour lesquelles la consultation du CST est prévue par des dispositions législatives et réglementaires. Il n'étudie pas les situations individuelles et il donne un avis consultatif et non contraignant. Donc, différentes sur l'organisation et les modalités pratiques ont été posées lors de la dernière commission. Donc, elles se dérouleront au sein de la mairie, pas de la mairie. Et après renseignement complémentaire, c'est le personnel de notre commune qui les organisera. Voilà. Donc, je vais vous lire la délibération, si vous voulez bien. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique, et notamment les articles L251.5 à L251.10, vu le décret 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, il est rappelé que la réglementation en vigueur pose comme principe qu'un comité social territorial doit être créé dans chaque collectivité employant au moins 50 agents. Considérant que l'effectif constaté au 1er janvier 2024 est compris entre 50 et 200 agents, donc c'est une tranche, il est proposé aux membres du conseil municipal, suite à l'avis favorable de la commission finances, administration générale, état civil, sécurité, réunie le 19 septembre 2024, de créer un comité social territorial local à compter du 1er janvier 2025. Je tourne la page. De fixer le nombre de représentants du personnel titulaire au sein du CST local à 3 et un nombre égal de représentants suppléants du personnel, de fixer le nombre de représentants de la collectivité titulaire au sein du CST local à 3 et un nombre égal de représentants suppléants de la collectivité, et d'autoriser le recueil de l'avis des représentants de la collectivité. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Moi, j'ai une question. J'aurais voulu savoir quel était l'effectif de la commune, enfin le personnel communal, au 1er janvier 2020, s'il vous plaît. Je note votre question, je répondrai plus tard parce que je ne l'ai pas. D'accord. S'il vous plaît. Okay. Et j'ai une deuxième question. J'aurais voulu savoir le comité technique, la sociale, qui va être mis en place au 1er janvier 2025. Oui. Il a un rôle, alors vous l'avez rappelé, sur le fonctionnement de la collectivité, les ressources humaines, etc. Oui. Est-ce qu'il a également, comme un CSE, un rôle, disons, une partie de son activité qui est réservée aux activités sociales et culturelles et qui est financée par une contribution de l'employeur? Écoutez, à ma connaissance, non. C'est vraiment effectivement tout ce qui est ressources humaines, critères d'action sociale, conditions générales du travail, organisation générale du travail, ce sont ces gros pavés-là. Je dis à ma connaissance, non, mais je vérifierai. S'il vous plaît. Je veux bien, parce que finalement, ça sous-entend, si vous voulez, dans un CSE, qui est un peu le pendant, si vous voulez, du privé-public, comité social territorial, il y a une part qui est réservée au fonctionnement de l'organisme, et il y a une activité aussi forte sur les activités sociales, culturelles, et là c'est financé par une contribution, un pourcentage de la masse salariale de l'employeur. Donc, je suis désolé, je note, je mettrai ça dans le compte rendu. Dans le compte rendu, je mettrai la réponse des services. Ça marche, merci. Okay. Et autrement, donc c'est un avis consultatif et non contraignant. Voilà. Bien, est-ce que tout le monde participe au vote? J'avais une question, enfin plusieurs questions même. Pourquoi finalement il y a des élections pour le personnel? C'est légal. Oui, non, mais je te demande pourquoi. Pourquoi c'est légal? Non, mais pas pourquoi que c'est légal, quoi. Et les élections, il y a eu des élections professionnelles en 2022. Pourquoi finalement les résultats des élections de 2022 en fait ne peuvent pas ici convenir, puisque habituellement, quand on regarde les textes qui sont donnés sur le CDG 35, en fait on se dit, entre autres, que les représentants du personnel sont choisis parmi ceux qui ont été élus aux élections de 2022. Donc je vous pose la question de savoir en fait pourquoi on refait des élections ici. Parce qu'il n'y avait pas de CST en 2022 et que depuis les gens ont changé et qu'il faut que les gens qui sont actuellement agents puissent s'exprimer et voter. C'est la règle, c'est comme ça. J'invente rien. J'invente rien. C'est la réglementation. Il me semble, jusqu'à présent, les agents ils votaient pour des listes
au niveau du département, là, dans le CSG 35. Maintenant, ça va être des votes au niveau de la commune. Donc, c'est des agents qui vont se proposer sur les listes pour être représentants du personnel et c'est les agents des communes qui vont voter. Donc, le vote est vraiment sur Vezin. Alors que quand ils votaient au niveau du CDG 35, les votes étaient noyés. Enfin, je veux dire, on comptabilisait pas pour les agents de Vezin. D'accord. OK. Qui sont les représentants de l'administration dans le... L'administration, ce sera fixé par arrêté. Donc, c'est pas le cas pour l'instant. Et donc Enfin, je veux dire, est-ce qu'en par exemple, parce qu'on va... Alors, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle les employeurs. Donc, il y aura le maire, ça c'est clair. Oui. Il y aura effectivement l'adjoint, donc RH Finance, puisqu'on travaille ensemble. Hein. Et il y aura donc Madame la DGA, donc Madame Ledoiré, qui est effectivement responsable RH, hein, entre autres. Hein. Donc voilà. L'assistant de prévention n'est pas dedans? Alors, vous m'avez parlé longuement de l'assistant de prévention l'autre fois. Je vous ai dit qu'effectivement, il y en avait eu un, ou je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il y a toujours, effectivement, de nos jours, plusieurs assistants de prévention. Hein, à savoir, dans chaque service, au niveau des services techniques, au niveau des services administratifs, au niveau de tout ce qui est mis en place dans le cas de l'hygiène du dos, dans le cas, enfin bref, tout ce qui concerne effectivement le mobilier. Des accents et effectivement d'une façon très importante sur le mobilier ergonomique par rapport à certaines petites contraintes de personnes qui commencent à vieillir et qui ont mal au dos, etc. Donc effectivement, il y a plusieurs représentants. Voilà. Et pourquoi ils sont pas dans ce... Il n'y en a pas un qui est nommé en fait dans ce conseil social territorial, puisque... Non. On va traiter quand même des conditions de travail, si. de l'hygiène sécurité. Si. Il y a la DGA, il y a Madame Ledoiré, bien sûr. Donc elle est assistante de prévention, elle? Elle est officiellement, elle n'est pas assistante de prévention, mais sur le terrain, elle est assistante de prévention, comme je vous le disais, comme les services techniques. Prévention, quand il est nommé, il a une formation comme les services techniques, etc. Donc vous me dites en fait qu'il y a plusieurs assistants de prévention au niveau de la commune. Il y a 70 personnes. S'il y en a plusieurs, déjà c'est compliqué. Je dis que dans chaque service, il y a effectivement quelqu'un qui a le rôle d'assistant de prévention. Il n'est pas nommé. Il n'est pas nommé assistant de prévention, mais il a effectivement le rôle. Non, alors, il n'est pas assistant de prévention. S'il n'est pas nommé, il n'est pas assistant de prévention. Il n'est pas nommé, il a le rôle d'assistant de prévention. À savoir, il n'a pas le rôle. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Non, il n'a pas le rôle. L'assistant de prévention est nommé par l'autorité territoriale, vous. Si vous ne l'avez pas nommé, il n'est pas assistant de prévention. C'est clair, quoi. S'il n'y a pas d'autre solution, quoi. Voilà. Il est ou il n'est pas. S'il est, il doit être formé. Je viens de vous répondre tout à l'heure qu'effectivement, je n'ai pas nommé, j'avais nommé, mais la personne est partie. Depuis, je n'ai pas nommé. Pardon ? Vous avez nommé qui ? Ça avait été nommé, mais la personne est partie parce qu'on a effectivement des personnels qui effectivement mouvementent, etc. Au jour d'aujourd'hui, je viens de vous expliquer, dans chaque service, il y a quelqu'un qui effectivement a le rôle d'assistant de prévention, puisqu'il est en contact. Pas possible, c'est pas légal. Il est en contact direct, effectivement, avec les problèmes de maladies, de TOC, enfin bref, tout ce qu'on connaît. On fait un effort, nous, que ce soit au niveau des services techniques que des services administratifs, pour que les gens travaillent dans de bonnes conditions, aient des mobiliers importants, aient du matériel, je pense aux tondeuses notamment, etc., etc. Et effectivement, donc, nommément, il n'y a pas d'assistant de prévention. Concrètement, il y a effectivement plusieurs assistants de prévention qui font ce travail. Donc, en fait, vous êtes dans l'illégalité, là, vous savez. Je vous le dis, écoutez, non, mais tout à l'heure, vous me disiez que je faisais un hold-up. Là, je suis dans l'illégalité. Là, JR, il n'est pas loin. Hein, c'est vous qui devez nommer un assistant de prévention. Vous devez le faire former pour ça. Vous devez avoir un document d'analyse des risques également, d'évaluation des risques. Je ne sais pas s'il existe. Si, vous devez faire des contrôles réguliers sur les ensembles, les différents matériels. S'il n'y a pas d'assistant de prévention, on peut s'étonner en fait de savoir si ces choses-là sont bien tenues, quoi, en fait, quoi. Si vous mettez en cause effectivement le professionnalisme et l'attention qu'on porte à notre personnel, c'est grave, hein, parce qu'effectivement, on est très attaché. Le fait qu'il n'y ait pas d'assistant de prévention, nous sommes très attachés. Non, mais vous n'êtes pas dedans. Vous voyez pas tous les jours les agents, que ce soit les services techniques ou autres. Moi, je suis dedans, moi, et je travaille avec un responsable de service
service. Et je peux vous affirmer une chose, c'est que je fais très attention effectivement au personnel, et je ne suis pas le seul, notamment les responsables de service. Alors, nommer un assistant de prévention, déjà, ça sera la première tâche. Et là, au moins, déjà, vous aurez fait quelque chose de bien, et quelqu'un qui va suivre effectivement ce document d'analyse des risques et qui va regarder j'espère que j'ai fait si toutes les choses sont faites de manière légale, quoi, conformément au Code du travail. Assistant de prévention. Pardon ? Non, vous me dites, au moins vous aurez fait quelque chose de bien. Je dis, j'espère que j'ai fait quelque chose de bien en dehors de l'assistant de prévention qui existe mais qui n'est pas nommé. Ça reste à discuter. Mais là, pour s'il y a que ça, vous êtes dans l'illégalité. Écoutez, vous gardez vos commentaires pour vous. Donc, s'il n'y a que ça, il n'y a pas de problème. Je peux nommer un assistant de prévention. C'est pas moi qui l'exige, c'est la loi. C'est pas pareil, oui, non, mais ça va, c'est bon. Vous dites que vous êtes dans on va peut-être pas y passer une heure. L'assistant de prévention, effectivement, il n'est pas nommé aujourd'hui. Ils existent au pluriel, mais effectivement, on va trouver une régularisation pour qu'il y ait une nomination. Voilà, c'est pas un problème. Bien. Donc, où est-ce qu'on en était? Le vote a été fait, quoi? Je ne me souviens plus. Oui, alors donc le vote n'a pas été fait. Donc, voilà, je vous demande donc, monsieur... Il est parti, monsieur Haftim, non? Oui. D'accord, donc tu peux noter, hein. Donc, monsieur Haftim a donné un pouvoir à monsieur Dubreuil, je crois, c'est ça? Oui. D'accord. Il doit être 20h05. Bien. Donc, il est proposé aux membres du conseil municipal, suite à l'avis favorable de la commission finances, administration générale, état civil, sécurité, de créer un comité social territorial local à compter du 1er janvier 2025, de fixer le nombre de représentants du personnel titulaire au sein du CST local à 3 et un nombre égal de représentants suppléants du personnel, de fixer le nombre de représentants de la collectivité titulaire au sein du CST local à 3 et un nombre égal de représentants suppléants de la collectivité, d'autoriser le recueil de l'avis des représentants de la collectivité. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Pierrick, c'est toi qui reprends la main. Alors, la délibération suivante concerne une majoration de la cotisation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale. On parle ainsi donc des résidences secondaires, à ne pas confondre avec les logements vacants. Jusqu'en 2023, la liste des communes entrant dans le champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants, TLV, était fixée par décret du 10 mai 2013, soit au départ 1136 communes concernées au niveau de la France. À partir de 2024, la liste est revue à la hausse par un décret du 25 août 2023 avec désormais 3697 communes, soit 1103 communes maintenues, 2594 entrées dans ce dispositif et 33 sorties. Ces 3697 communes ont la possibilité de majorer la part communale de la cotisation taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, dus au titre des logements meublés. En effet, conformément aux dispositions de l'article 1407 du Code général des impôts, les conseils municipaux des communes situées dans le périmètre d'application de la taxe sur les logements vacants, je rappelle en zone tendue, c'est-à-dire plus spécialement les communes sont visées, c'est le cas de Vezin, prévu à l'article 232 du CGI, peuvent majorer d'un pourcentage compris entre 5 et 60% la part communale de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, due au titre des logements meublés. L'instauration de la majoration est subordonnée à une délibération prise avant le 1er octobre d'une année pour être applicable l'année suivante, à compter donc de 2025. Donc. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser la majoration de 60%, c'est ce que nous proposons, la part communale de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale due au titre des logements meublés. La raison de cette proposition, c'est effectivement Effectivement, c'est une mesure un peu coercitive quelque part, mais qui permet de lutter, entre autres, c'est un des leviers pour lutter contre,
la pénurie de logements pour essayer de favoriser un peu la remise en logement de certains habitats. Voilà. Il y en a combien à Vezin? Alors, c'est une bonne question. On l'a déjà posée en commission. Je n'ai pas pu apporter la réponse précise. Là, en 2022, il y avait 36, exactement. En 2022, je ne peux pas vous en dire pour 2023 parce que il y a des couacs. Je l'ai appris pas plus tard qu'aujourd'hui que dans les déclarations qui sont faites en ligne sur le site des impôts, on a des gens qui ont confondu des logements vacants avec les résidences secondaires, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc, on n'a pas le chiffre à ce jour. Ça va nous être transmis par la DGRFIP, mais je n'ai pas ce chiffre précis pour 2023. Pour 2022, c'est ça, 36. Et ça donnera quoi en termes de recettes De supplémentaires? recettes, alors vous l'appréciez comme vous le voulez, mais la recette escomptée serait autour de 15 000 euros. Entre la simulation à donner, par exemple, je vais vous donner les chiffres sur la base, mais elle n'était pas réévaluée. Elle était faite avec les taux de taxe d'habitation de 2023, mais ça ne change pas énormément. À 60%, si on l'appliquait, parce qu'il y a a priori, il y a deux taux, un de 80% sur la base de la taxe d'habitation sur les résidences et l'autre à 95%. Donc l'une donne, on va dire, je vais arrondir, à 14 000 et l'autre à 16 000. Donc je vous ai dit à peu près autour de 15 000. Voilà. En quoi Vezin est une zone de résidence? C'est une zone tendue? Ah, alors moi je n'ai pas la définition, peut-être que tu l'as. Alors je crois que c'est parce qu'il y a plus de demandes que d'offres. Oui, c'est ça que ça veut dire. Oui. Tout à fait. Ok, est-ce que vous avez des questions? Non, alors je signale quand même que Didier Schuldenhofen est parti donc à une autre réunion, il va revenir d'ici une vingtaine de minutes. Il a donné un pouvoir à Martine Kellock, qui se cache. Donc, est-ce que tout le monde participe au vote? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, merci. Pierrick? Merci. Donc, délibération suivante, c'est un droit de priorité, une acquisition de parcelles de l'État. Donc, c'est un droit de priorité qui est offert à la commune de Vezin pour... alors, on peut... Voilà. Je vais vous lire d'abord la délibération. Vous allez voir où c'est. C'est sur le secteur de Pont-Lago. On peut peut-être montrer déjà les parcelles qui sont concernées par l'acquisition proposée à la commune. Vous avez la 4 voies, le barreau de Pont-Lago, et vous avez en rouge 2 parcelles cadastrées, une toute en longueur. C'est un délaissé en fait qui, à mon avis, est lié aux travaux du barreau. Et puis à côté, vous avez un triangle là, également en rouge. Donc c'est les 2 parcelles que l'État nous propose d'acquérir. Voilà, c'est ça l'objet de la délibération. Donc, décision portant exercice du droit de priorité à l'occasion de la vente par l'État de terrains non bâtis situés au lieu-dit Pont-Lago. Hein. On passe par la Ménardière, certes, pour y aller, mais c'est le secteur de Pont-Lago, puisque le ruisseau passe juste à l'ouest de ces parcelles. Vu les articles en question que vous avez sur votre délibération du Code de l'urbanisme qui accorde aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale une priorité d'acquisition sur les projets de cession d'un bien de l'État, puisque nous avons reçu un courrier de l'État à ce propos. Vu le courrier de la Direction régionale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine en date du 13 juin 2024, soumettant au droit de priorité d'acquisition de la commune de Vezin-le-Coquet, les parcelles cadastrées sur la référence AL 168 210 m² et de 169 de 615 m², au lieu-dit Pont-Lago, à la valeur domaniale qui s'établit à 800 €. Donc, il nous est proposé donc ainsi donc de se porter acquéreur de ces parcelles. Dans un enjeu fort de maîtrise foncière sur le territoire communal, de lutte contre l'artificialisation illégale des sols agricoles et naturels,
on pense en particulier à certaines populations qui pourraient s'installer dans le développement des activités et projets de transition écologique en lien avec la fabrique citoyenne de Rennes Métropole. D'ailleurs, vous avez peut-être, certains d'entre vous ont participé, je pense, malheureusement je ne pouvais pas y aller, à la visite du site par des citoyens et qui ont émis des idées d'aménager ce secteur. Il y a toutes les idées qui ont fusé. Voilà, Madame Kemener, ma collègue Aurélie, qui était présente avec Rennes Métropole. Donc, vous avez déjà un petit peu échangé et puis un brainstorming un peu autour de ce qui pouvait être fait là-bas, donc ça va évoluer. Alors, il vous est proposé donc d'approuver l'exercice du droit de priorité de la commune pour l'acquisition de ces parcelles cadastrées en question, là, la L 168 et 169. Autoriser Monsieur le maire à signer l'acte authentique à intervenir et tout document se rapportant à cette acquisition. L'État se mettra en relation avec la collectivité pour finaliser l'acte notarié de cession. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, finalement, si on revoyait le plan tout à l'heure, peut-être que Madame Béranger pourrait nous le remettre. On est déjà propriétaire. Est-ce que c'est effectif? Je ne sais plus si c'est effectif. De la parcelle en dessous, celle-ci. Voilà. Donc là, il y a 1 hectare, je ne sais plus combien, 1 hectare 30, 1 hectare 25. Voilà, c'est ça. Donc voilà, et donc ça fait un ensemble, et il resterait éventuellement une autre partie qui pourrait encore, peut-être si elle était mise en vente un petit peu plus à l'ouest là, de la parcelle triangulaire là. Sinon, ça fait un ensemble que la commune pourrait peut-être valoriser. Là, voilà, les idées seront les bienvenues pour mettre ça en valeur. Voilà. J'ajouterais effectivement que, comme vous le savez, les gens du voyage, puisque Pierrick les a pas nommés, mais c'est nos amis les voyageurs, recherchent justement ce genre de terrain, pas obligatoirement le petit triangle, mais le pré, je ne sais plus comment il s'appelle, d'ailleurs près de la Fontaine ou quelque chose comme ça, et effectivement, qui fait plus d'1 hectare. Et on a interrompu une vente, effectivement, nous-mêmes, nous portant acquéreurs, pour empêcher justement que de nouveaux voyageurs s'installent là. Et il y a d'ailleurs un autre projet qu'on a fait aussi chaloupé, et où les gens ont finalement reculé compte tenu on leur a montré que s'ils continuaient dans leur projet, ils auraient tout de suite les gendarmes, des PV et la préfecture qui nous suit, effectivement, pour que ça aille très très vite. Donc ils ont eu un petit peu peur et ils se sont retirés d'un projet. C'était un terrain qui était plus à l'est. Donc là, c'est effectivement important pour nous, ce petit terrain aussi, parce qu'il avait été noté et constaté par certains citoyens qu'il pouvait y avoir des gens qui se promenaient un petit peu, qui allaient là, et il y avait un soupçon de jeter effectivement, je ne sais pas trop quoi, mais des choses qui étaient jetées de la RN 12, effectivement, sur le terrain, quoi. Donc on ne sait pas trop ce qu'il y avait dedans, mais donc ça avait été signalé par des habitants riverains. Voilà, donc c'est effectivement acquérir pour sécuriser, quoi. Et l'étendre au projet de Rennes Métropole, puisque là où effectivement Aurélie était, c'est un projet métropolitain, donc avec des gens qui vont finaliser des projets, et ce sera non plus à l'échelle de la commune, mais à l'échelle métropolitaine. Et après, bien sûr, il y aura une décision de la commune pour accepter ou refuser tel ou tel projet pour des raisons précises. Mais dans le principe, c'est quelque chose de très intéressant avec la fabrique citoyenne. Voilà, j'étais un peu long, je t'en prie. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Non, unanimité, merci. Nouvelle délibération, toujours en urbanisme. C'est une régularisation foncière. C'est une acquisition gracieuse d'une parcelle privée. En fait, on a été sollicité par la SCI. Excusez-moi, j'ai oublié de vous préciser quelque chose. Madame Friquet, donc, est partie tout à l'heure, à 20h. Non. Elle est pas là. Ah, voilà. Non, d'accord. Excusez-moi. Je croyais. Oui, d'accord. Je ne voyais plus. Ok, on va en parler tout à l'heure. Là aussi, il y aura un transfert de pouvoir, effectivement, sur une personne. Mais il y a encore un quart d'heure. Voilà.
Je reviens sur ce que j'ai dit. Vas-y, Pierrick, excuse-moi. Voilà, donc la délibération porte sur en fait une acquisition gracieuse d'une parcelle. En fait, on a été sollicité par la SCI Gazen dans un objectif, donc solliciter la commune par le biais de son notaire pour proposer la cession gracieuse de la parcelle AC 163. Vous l'avez peut-être, on peut peut-être, voilà, vous avez le plan sous les yeux. Vous avez à droite la rue de la Belle Épine. D'accord ? Et puis, vous avez ce coude qui vous ramène vers l'allée de Chêne, en gros. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, vous avez la rue du Champ, du Champ-Moriot, un petit peu plus haut. Voilà, et la rue de la Belle Épine sur votre droite. Donc, il est proposé à la commune donc, de cette cession gracieuse, donc à 0 € de cette parcelle AC 163. D'ailleurs, cette parcelle fait l'objet aujourd'hui d'un cheminement doux qui assure la jonction entre la Belle Épine et la rue du Champ-Moriot. Voilà. Et les frais de notaire, frais notariés, seraient pris en charge par la SCI. Je crois que le chemin est déjà entretenu. Pierrick, tu m'arrêtes si j'ai une bêtise. Le chemin est déjà entretenu par nos services. Ouais. Oui. Donc, il est proposé d'acquérir gracieusement la parcelle en question, la SC 163, qui est d'une contenance qui est quand même classée au PLU en UE2, inconstructible, mais bon, qui ne l'est pas en réalité, et d'une contenance de 229 mètres carrés. L'acte authentique constatant le transfert de propriété sera établi par acte notarié. Les frais relatifs de transaction seront à la charge du cédant. Voilà, donc il vous est proposé d'acquérir, au conseil municipal de bien vouloir approuver l'acquisition gracieuse de la parcelle cadastrée sous la référence AC 163, autoriser monsieur le maire à signer l'acte authentique et à intervenir pour tout document se rapportant à cette acquisition. Donc c'est plus une régularisation, si vous voulez. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Merci, unanimité. Autre délibération, c'est la vente des parcelles cadastrales. On peut peut-être mettre le plan, Madame Bélanger, concernant les ventes de parcelles communales qui bordent la rue Mouille-Muse, lotissement de la Rosée. Voilà. Donc vous avez la rue Mouille-Muse qui passe, si vous voulez, sur la partie au nord, là. D'accord ? Vous avez cette propriété qui autrefois, pour ne pas nommer, c'était la famille Bouvier qui avait acheté ça. Donc c'était la fille, monsieur et madame Aubin, qui ont vendu ces terrains pour le lotissement de la Rosée. Et vous avez en rouge les deux parcelles qui nous concernent. Elles sont des parcelles qui sont communales. Et on a fait une démarche, monsieur le maire en particulier, je pense qu'il a fait la démarche pour pouvoir régulariser ces deux parcelles-là qui sont pour partie leur entrée dans leur propriété, et celle qui est en dessous, qui rejoint en fait ce qu'on appelle le manoir, le manoir de la Rosée, mais enfin c'est vous voyez tout le collectif qui est en dessous. Cette parcelle-là, en fait, elle arrive sur un cul-de-sac puisqu'il n'y a pas de passage. On arrive sur une propriété privée qui, en vert, est détenue par une copropriété. D'accord ? Donc il y a deux parcelles qui sont concernées par cette vente. Il est donc proposé de vendre à Madame Perret et Monsieur Jacques ces deux parcelles bâties 6 au 15 rue de Mouille-Muse, cadastrées sous la référence AC 306 et AC 308, classées, alors là aussi, en UE2, donc c'est constructible, certes, mais en réalité, ça ne l'est pas puisqu'il y a des servitudes de réseau, notamment l'assainissement qui passe dessous. C'est une contenance de 175 mètres carrés. Et là, la négociation, si on peut dire, a été quand même établie à 2 000 € pour cette vente et les frais, donc bien sûr, d'acte notarié à la charge de l'acheteur. La présente transaction nécessite la saisine de l'autorité compétente de l'État, l'avis du pôle d'évaluation domaniale, puisqu'ils ont été consultés, les domaines, correspond au prix convenu, voilà, compte tenu du contexte, en fait.
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la vente des 2 parcelles non bâties 6 au 15 rue de Mouillemuse, cadastrées sous la référence AC306 et AC308 au prix de 2 000 € auxquels s'ajouteront les frais d'acte. Autoriser Monsieur le maire à signer l'acte authentique et intervenir pour tout document se rapportant à cette acquisition. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Pierrick, tu continues ton show. Alors, autre délibération, c'est pour une dénomination de la voirie. Alors, on n'a pas de plan, mais vous voyez bien où c'est. Ça concerne la route départementale 100. Pourquoi on dit 125? C'est 125? C'est ça, la 125, oui. La RD 25, c'est ça. Route de Rennes, donc après le Tertre. C'est-à-dire à la... comment? Ah oui, en direction de Rennes, voilà. La dénomination des voies communales et privées ouvertes à la circulation est laissée au libre choix du conseil municipal. On l'a déjà fait à plusieurs reprises, dont la délibération est exécutoire par elle-même. Il convient pour faciliter la fourniture de services publics tels que les secours et la connexion au réseau et d'autres services commerciaux, comme la délivrance du courrier et des livraisons. D'identifier clairement les adresses des immeubles, considérant l'intérêt communal que présente la dénomination des voies, considérant que la route D125 en direction de Rennes à partir du croisement du Tertre n'a pas de nom et que son hommage permettrait de faciliter la numérotation d'habitation. Par exemple, si vous tapez l'adresse de Aztec, pour ne pas le nommer, qui est donc le chauffagiste, enfin, l'entretien chauffage, eh bien, c'est indiqué la métrie, par exemple. Il serait peut-être plus cohérent et judicieux, peut-être, d'avoir une adresse qui serait peut-être plus sur la dénomination de cette voie, plutôt que la métrie. Bon, après, il y a d'autres... voilà. Cette voie n'est pas nommée en réalité, hein, donc voilà. Donc, il est demandé au conseil municipal de valider la dénomination route de Rennes pour la RD 125 entre Vezin-le-Coquet et Rennes, d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération et d'adopter la dénomination suivante, route de Rennes pour la RD 125 entre Vezin-le-Coquet et Rennes. Voilà ce qui vous est proposé au conseil. Vous avez des questions? Nous, on estime en fait que le choix route de Rennes finalement n'est pas judicieux parce que on pense qu'il pourrait y avoir une confusion en fait avec la rue de Rennes. Comme les deux sont pas dans le prolongement l'une de l'autre, il y a l'avenue des Champs-Bleus entre deux, quoi, en fait. Voilà, on estime que c'est pas judicieux finalement que ça porte ce nom-là, quoi. Il y a d'autres questions? Aurélie, tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Toi qui as participé à la dénomination des voies? Non, j'ai pu dire en commission que ça me paraissait la dénomination la plus logique à avoir. Alors après, c'est vrai qu'on a déjà une rue de Rennes qui est au centre de Vezin. La route de Rennes, elle dénomme bien ce qu'elle dit, c'est-à-dire on est en dehors de l'agglomération, donc on a mis le nommage de route. Et elle va vers Rennes, donc route de Rennes. Voilà. Si on prend d'autres exemples, dans le même genre, il y a la route de Lorient, Et la rue de Lorient. Comment? Oui, c'est vrai. Elles sont juxtaposées. Là, c'est le fait qu'elles ne sont pas jointives. C'est quelque chose qu'on n'avait pas évoqué en On fait avec l'existant et c'est vrai que ça paraît de toute façon la plus logique, cette route de Rennes. Est-ce que ça aurait été... Elle amènerait plus de confusion encore si on prenait une autre dénomination. La route de Vezin, en fait, ça serait cohérent avec la rue de Vezin qui existe à la sortie de Rennes. Et là, on aurait ensuite la route de Vezin, c'est cohérent, quoi. Maintenant, bon, après...
Non mais en fait on avait pu en échanger en commission, mais en fait le fait de mettre route de Vezin, c'est encore plus, ça mène plus de confusion puisque l'idée c'est que on sort de Vezin et on va vers Rennes en fait, on reste dans la ville. Et on sort de Rennes et on va à Vezin. Voilà, bon après j'avoue que on voit bien qu'on voit pas, mais on peut pas faire une route de Vezin dans la ville de Vezin. Ça me paraît justement ne pas avoir de sens. T'as dit que la route de Rennes était hors agglomération. Oui, mais en fait, on est toujours quand même dans la commune de Vezin. Donc ça me paraît quand même perdre son sens que de faire une route de Vezin dans Vezin. Je complète juste ce que me dit ma collègue. Quand on parle de l'autre côté, on parle bien dans l'agglomération de rue du... de mémoire, c'est route ou rue du Reux? Ah, c'est route du Reux. D'accord. Et rue de Montfort. Voilà, c'est là que... Oui. Et rue de Montfort. Moi, je pense que pour un facteur, savoir où s'arrête la rue et où commence la route, c'est quand même pas... Ça me paraît pas évident. Surtout qu'il y a des champs bleus au milieu. Alors, est-ce que... Ah oui. Pas de route et de rue. Ah oui, moi, je trouve pas ça facile. C'est pour nous qui connaissons, oui, mais le facteur qui distribue le courrier, où s'arrêtent les deux, et c'est pas évident. Il faut bien savoir que cette voie, aujourd'hui, elle n'est pas nommée. C'est ça. Donc, il faut lui donner un nom. On peut lui donner carrément un autre nom que route de Vezin. Là, c'est route de Rennes. Hein. Route de Rennes. Oui, route de Rennes, oui, mais on peut lui donner un autre nom que route de Rennes. Ouais, mais on va vers Rennes. Écoutez, on va, je sais pas, vous faites votre proposition, vous c'est quoi, Monsieur Dubreuil? Vous l'appelez comment? La discussion, il n'y avait pas d'obligation de mettre un nom. C'était ouvert à la discussion. Je leur dis autre chose. Si, là, c'est qu'il n'y a pas d'échéance pour nommer les voies. C'est-à-dire qu'on n'est pas tenu à la fin d'année que ce soit fait. Je veux dire, bon, si. Mais oui. Oui, c'est... oui, bien, oui, ça a été... Oui. Bien, écoutez, je pose la question. Hein, qui est OK pour la route de Rennes? Bon, il y a la majorité, quoi. Hein. D'accord. Donc on va redémarrer. Là, c'était juste pour voir s'il y avait possibilité de changer, mais là, visiblement, il y a une majorité. Donc, on va faire un vrai vote. Qui est contre? Donc, 3 contre. 4 contre, pardon. 6? Non, 5. On s'arrête à 5. Ah oui, ça fait 5. Ça fait 5. Il y en a 6? 6. Non, ça fait 5. Hein. C'est 6. Tu as trouvé 6? D'accord. Bien. Donc, abstention. Est-ce qu'il y a des abstentions, Renan? Deux abstentions? 2 abstentions. Il y a Renan et il y a Olivier. Non, pardon, Valérie. Il faut Madame Le Crenier, je crois qu'en commission, ce n'est pas un vote qu'on fait, c'est un avis simplement. C'est le conseil qui décide après. OK. Donc, effectivement, c'est la majorité est pour le changement de nom avec la route de Rennes. Non, je dis, le vote est fait, donc la majorité, effectivement, est pour le vote.
Ok. Ok, Donc, c'est acté. On Très bien. va passer. Merci. Je suis désolé, Pierrick, tu as beaucoup de choses ce soir là. Oui, alors les ouvertures exceptionnelles des commerces de détail de dimanche et les ouvertures exceptionnelles des concessions automobiles. Je rappelle que c'est la réponse qu'on a eue, il me semble, je crois que Franck, tu vas me dire, c'est que les concessions les magasins de motos ne sont pas concernés. Alors, c'est compliqué parce que moi j'étais à une réunion effectivement au niveau du Pays de Rennes avec effectivement Jean-Pierre Croc, où là on m'a dit les concessions motos sont concernées comme pour les voitures. Madame Sornet, que tu as eu, a refait une enquête auprès des concessionnaires motos. Il s'avère que sur Vezin, aucun des concessionnaires motos ouvre le dimanche, si tu veux. Ça n'arrive jamais, quoi. D'accord. Et légalement, il faudrait qu'on demande aux syndicats professionnels s'il y avait une demande, par exemple. Okay. Mais en l'occurrence, il n'y a pas. Donc, il n'y a pas de demande. Mais c'est effectivement traité différemment que les voitures. D'accord. Contrairement à ce qu'on m'avait dit en réunion Pays de Rennes. D'accord. Donc, considérant que le maire peut ainsi autoriser 12 dérogations au repos dominical contre 5 précédemment, considérant que les dérogations au repos dominical doivent être arrêtées avant le 31 décembre pour l'année suivante, par décision du maire prise après avis du conseil municipal, considérant que lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. À défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. Considérant que pour les commerces de détail alimentaires, dont la surface de vente est supérieure à 400 m², la seule ici, c'est utile en fait. Lorsque les jours fériés, je dis peut-être une bêtise, il y a peut-être Lidl, j'ai peut-être la liste là, il faudrait que je vois. Lorsque les jours fériés mentionnés à l'article L 3112-26 du Code du travail sont travaillés, ces derniers sont déduits par l'établissement concerné des dimanches désignés par le maire, dans la limite de 3. Donc là, la nouveauté, c'est qu'il y a un choix à faire de 3 dimanches sur 6. Considérant que depuis la loi du 8 août 2016, la liste des dimanches peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année, au moins 2 mois avant le premier dimanche concerné par cette modification. Vu la loi du 6 août 2015 qui étend par ailleurs le champ d'application de la règle du volontariat des salariés aux dérogations collectives délivrées par le maire, ainsi, l'article 3112-25-4, premier alinéa, prévoit à présent que seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cas de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Vu l'article donc L31 32-27 du Code du travail qui prévoit en outre que chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et un repos compensateur équivalent en temps. Vu la loi du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, les organisations représentatives des employeurs s'engagent à ne pas retenir un jour férié comme journée de solidarité. Et vu l'avis consultatif établi entre les partenaires sociaux et acteurs du commerce pour une durée de 2 ans, visant à autoriser l'ouverture exceptionnelle des commerces de détail 3 dimanches maximum par an parmi une liste de 6, et préconisant par ailleurs donc de limiter le nombre d'ouvertures exceptionnelles des commerces de détail à 4 jours fériés maximum par an sur une liste de 8. C'est ça la nouveauté dans cette délibération par rapport à l'an passé. Depuis 1997 et la signature de la première charte d'urbanisme commercial, le sujet du travail dans les commerces le dimanche et les jours fériés fait l'objet d'un dialogue social entre les élus, les partenaires sociaux et les acteurs du commerce sur le territoire rennais. Organisé dans un premier temps à l'échelle de la métropole rennaise, ce dialogue social a été étendu au Pays de Rennes en 2003. Je vais peut-être pas reprendre tous les articles, c'est pas forcément intéressant. Pour l'année 2025, donc.
Pour l'année 2025, le maire de Vezin-le-Coquet peut autoriser les commerces de détail à déroger à la règle de repos dominical pour leurs salariés dans la limite de 3 dimanches parmi les 6 suivants. Voilà. Vous les avez je les rappelle, si vous voulez, le 12 janvier, le 7 septembre, le 31 novembre, et puis au mois de décembre, le 7, le 14, le 21. Qu'est-ce que j'ai dit ? Non, c'est le 30 novembre. Il n'y a pas 31 jours dans le mois de novembre. 30 novembre, il y a le 7 décembre, le 14 décembre, le 21 décembre. Donc voilà, 3 dimanches à choisir sur les 6. D'ailleurs, à ce niveau-là, je pourrais le dire tout à l'heure à propos de la zone d'activité des 3 marches. Conformément à l'article L3132-26, le nombre de dimanches excédant 5, la décision du maire ne pourra être prise qu'après avis conforme de l'organe délibérant de l'EPCI. Par ailleurs, conformément à l'avis consultatif et dans le respect des conditions fixées par le Code du travail, les commerces de détail sont incités à n'ouvrir que 4 jours fériés parmi les 8 fériés suivants. Le lundi de Pâques, le 8 mai, le jeudi de l'Ascension, le lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre. Pour les vendeurs salariés dans l'automobile, ils sont autorisés à déroger à la règle du repos dominical au maximum 5 dimanches dans l'année. Ça, c'est fixé au niveau national. Dans un souci de cohérence, donc voilà, c'est marqué donc à l'échelle du territoire du Pays de Rennes et conformément aux souhaits des concessions automobiles interrogées par Mobiliance, les dimanches pourront faire l'objet d'une ouverture dominicale autorisée par arrêté municipal au titre de l'année 2005 sont donc le 12 janvier, le 16 mars, le 15 juin, le 14 septembre et le 12 octobre. Oui, je voulais simplement dire que pour la zone d'activité des 3 marches, il serait peut-être judicieux, et on l'a déjà dit en commission, de préconiser d'avoir les mêmes dimanches fermés entre Rennes et Vezin, pour une cohérence et de non-concurrence, on va dire. Oui, la question a été posée à Rennes, effectivement. Mais le Conseil, aujourd'hui, il ne vous est pas demandé de choisir les dates. On vous demande simplement de prendre connaissance qu'il y a 3 dimanches sur 6, effectivement, à proposer. Voilà. Donner un avis favorable à la proposition de M. le maire d'autoriser les ouvertures exceptionnelles suivantes au titre de l'année 2005 pour les salariés des commerces de détail. Donc les dimanches, je vous les ai donnés tout à l'heure. Pour les jours fériés, pareil, et les concessions automobiles. Préciser que les dates seront définies par un arrêté du maire et qu'il ne pourra être pris qu'après avis conforme de l'organe délibérant de l'EPCI. Autoriser M. le maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce dossier. Je ne sais pas si j'ai d'autres choses à vous... Voilà, c'est ça la délibération qui vous est demandée, qui vous est portée à connaissance. Chaque année, effectivement, c'est demandé. Et c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une cohérence, comme tu le disais tout à l'heure, avec Rennes. C'est vrai aussi qu'on doit rentrer, c'est pour ça qu'on ne prend pas de décision là, en l'état. On doit rentrer dans les créneaux validés par l'EPCI, à savoir le Pays de Rennes. Donc, le but, c'est plutôt sur la forme plutôt que sur le fond, puisque là, on ne va pas nous arrêter aujourd'hui, tel dimanche, quoi. Alors, juste pour votre information, sur les commerces de détail sur Vezin, il y a Teddy qui vient d'ouvrir. D'ailleurs, il va faire l'objet d'une visite sécurité prochainement. Teddy qui a remplacé, me semble-t-il, c'était Max Plus, voilà. Nose, Candela, Ecolen, Tissu Myrtille, Cestoc, ça c'est des commerces de détail qui sont, voilà. Pour Vezin, Bourg, Centre, si vous préférez, on a le fleuriste, tabac presse, resto des rues de Rennes et rue de Montfort. Et en commerce de détail alimentaire, la dérogation accordée chaque dimanche jusqu'à 13h, c'est utile. Voilà. D'accord ? Alors, il faut savoir quand même que ceci ne concerne que les magasins qui ont des salariés. Hein. Si un gérant, lui, décide d'ouvrir... c'est leur problème. Voilà, c'est leur problème. Quoi. C'est ça. C'est quand il y a des il faut que les salariés soient volontaires. Oui, c'est la protection des salariés. C'est ça. Absolument. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a des votes contre ?
Les abstentions. Abstentions, 3 abstentions. Merci. Ouais. Merci, merci Pierrick, tu as fait ton chemin de croix. Oh. Donc, Gisèle. Donc, je vais vous présenter la synthèse du rapport d'activité du SIAS qui a été présenté lors du conseil d'administration du 26 juin 2024. Je vais reprendre uniquement certains paramètres. Tout d'abord, ça a été une année tout de même difficile pour le SIAS, même si la menace épidémique était assez lointaine. Les difficultés ont concerné notamment les services de l'EHPAD multisite et du domicile, et plus particulièrement le service d'aide à domicile, notamment pour les recrutements d'aides-soignants et auxiliaires de vie sociale. Toutefois, le personnel s'est tout de même mobilisé afin de maintenir un service de qualité. Et il est à noter que l'équilibre économique des EHPAD a été atteint grâce à une aide importante, mais non pérenne, de l'Agence régionale de santé et du département. Alors, il y avait eu une augmentation des coûts, notamment de l'énergie et des surcoûts liés au recrutement d'intérimaires. Concernant le service d'aide à domicile, il y a eu une baisse de nouveau des heures, un déficit limité grâce à des aides encore de l'Agence régionale de santé, mais cette fois-ci à caractère exceptionnel et à hauteur de 80 000 € dans le cadre du fonds d'urgence. Concernant le service de soins infirmiers à domicile, un excédentaire, mais les règles actuelles ne permettent pas de mettre en œuvre une fongibilité qui paraîtrait normale dans le cadre d'un service unifié. C'est ce qu'on avait demandé également dans le bilan 2022. Bon, l'avenir pourrait changer puisque l'intervention, c'est sur les mêmes secteurs d'intervention. Concernant la petite enfance, il y a eu la mise en place de la convention territoriale globale avec la caisse d'allocation familiale. Il y a eu des actions importantes, notamment en matière de parentalité, des restructurations en cours qui portent sur le relais petite enfance en lien avec les assistantes maternelles. Pour information, il y a 209 assistantes maternelles agréées sur l'intercommunalité et 176 en activité. Concernant Vezal-Coquet, il y a 35 assistantes maternelles. Bon, il y a tout de même 32 assistantes maternelles qui n'exercent plus. Concernant la plateforme de répit, il y a eu la création et son développement qui va permettre d'envisager avec les moyens nécessaires une action renouvelée, notamment auprès des aidants. Donc cette plateforme de répit, tout est en cours à ce jour. Concernant... Excuse-moi, Gisèle, je n'ai pas entendu les chiffres. Il y a combien d'assistantes maternelles sur Vezin ? Sur Vezin, 35. Et combien en activité ? Il y en a 176 en activité et 209 qui sont agréés. Dans les 209 agréés, il y en a 176 en activité. Sur les 35 de Vezin, tu as dit qu'il y en avait combien en activité ? Non, il y en a 35 à Vezin-Coquet. T'as dit qui ? Non. J'ai dit 35 en activité. Mais après, tu as précisé dont 32. J'ai dit en tout, il y a 209 assistantes maternelles agréées. Il y en a 176 en activité. Et dans la totalité de ces 209, il y en a 35 sur Vezin-Coquet. 35. Non, quand j'ai dit il y en a moins 32 par rapport à l'année d'avant. Ah, voilà, d'accord. C'est ça qu'on avait tous mal compris. La précision est intéressante. Concernant les aides sociales, il y a une augmentation face à des besoins de plus en plus importants.
Cela s'associe aussi au soutien à l'action menée près des populations en difficulté par l'épicerie sociale et solidaire. Voilà. Page 4, quelques chiffres clés, notamment le nombre de postes. En 2022, il y avait 293 postes et on est passé à 297. Le budget global est passé de 17 600 000 à 18 581 359. Page 5. Juste au niveau de la section de fonctionnement, il est à noter le résultat comptable sans report qui est passé à 59 042 €. C'est un chiffre important, me semble-t-il, à prendre en compte puisque en 2015, c'était un chiffre négatif à moins 129 932 €. Donc, on peut considérer qu'il y a tout de même une bonne gestion. Au niveau toujours des finances, page 6. Parce que moi, je ne vois pas. Oh, je ne les vois pas, moi, de là-bas. Page 6. Dans les dépenses du SIAS, quelques chiffres qui paraissent pertinents à commenter, notamment la charge de personnel, plus 8,1%, qui est due à la création de 2 postes pour la plateforme de répit. Les fluides et énergies ont augmenté, sont passés à 12,6%, soit une augmentation de 7 742 €. C'est dû, voilà, une augmentation. Les charges à caractère général, augmentation des prix, notamment des carburants et des denrées. Les charges d'intérêt, moins 20,2%, parce qu'il n'y a pas eu de nouveaux emprunts. Au niveau des charges exceptionnelles, il y a eu une remise gracieuse en 2 temps, une de 484,30 € et une non-facturation au multi-accueil de Vezin-Coquet pour un montant de 270 €, ce qui fait le total de 754 €. La refacturation interbudget, plus 3,4%, qui est due à des frais de siège, structure et intervention du service technique. Tous ces commentaires, en fait, vous allez les retrouver également dans le rapport d'activité qui est mis en ligne sur le site du SIAS et dont vous possédez également, puisqu'on l'avait vu lors de la commission Action sociale. Page 7. Voilà, parce que je ne vois pas devant moi. Il faut me dire. Donc, dans les recettes du SIAS, on note moins 2,5% au niveau des usagers, c'est-à-dire qu'il y a eu une diminution de livraison de repas à domicile. Au niveau du département, plus 13%, le département a donné une participation par rapport à la petite enfance. L'Agence régionale de santé, une augmentation de 6 299,6. C'est dû à l'attribution d'une subvention lors d'un appel à projet. Un chiffre, je ne vais peut-être pas commenter tous les chiffres, sauf si vous me le demandez. Le produit exceptionnel à 254,6%, c'est dû à une reprise sur provision d'un CET de la cuisine centrale, d'un compte d'épargne-temps d'une personne qui était à la cuisine centrale. Page 8, toujours dans les finances, les dépenses,
dans toujours les fluides et énergie, plus 39,8%, dû à l'augmentation de gaz et électricité. Les charges communes refacturées, c'est dû à des frais de siège et travaux en régie, etc. Les autres facturations, à 44,7%, ce sont des dépenses de véhicules et de formation. Les charges exceptionnelles, à 702,3%, ce sont des titres annulés sur les exercices antérieurs. Donc, en fait, les titres annulés sur les exercices antérieurs, ce sont des titres sur créances irrecevables. Voilà. Oui, voilà. Irrecouvrable, pardon. Merci. Au niveau de la page 9, oui, 9. Au niveau de la page 9, au niveau des recettes, un chiffre qui paraît important, c'est celui de la caisse des retraites, à moins 40,2%. Donc, c'est une conséquence d'une diminution de l'activité hors aide personnalisée à l'autonomie au service d'aide à domicile. Page 11, c'est les participations communales. Je ne vais peut-être pas trop m'y arrêter, sauf si vous souhaitez les revoir, puisqu'elles ont été vues lors de la commission Action sociale. On a vu les parts communales et les parts communales par rapport à l'épicerie sociale, ainsi que leurs calculs que je vous ai transmis. Après, on passe directement à la page 22 sur les maisons Elena. Comme vous savez, ce sont des habitats partagés pour les seniors autonomes afin d'assurer une offre locative sociale avec des logements adaptés au vieillissement concomitant avec un espace de vie en collectivité. L'objectif étant de développer ce lien social et prévenir l'isolement. Alors, ces maisons Elena vont également avec la nouvelle plateforme de répit, page 23, qui a été créée, dont le choix d'abord de cette création, la plateforme de répit, a été décidé en août 2022 par l'Agence régionale de santé suite à un appel à projet. Et donc, elle a été créée en 2023 et maintenant, elle regroupe finalement la Longère, les maisons Elena et la plateforme de répit. Et aujourd'hui, la réorganisation se poursuit pour remplir les missions souhaitées. Et donc, je vous en dirai plus au fil du temps, puisqu'on connaîtra de façon plus précise les personnes qui seront concernées, et notamment, je pense, par rapport aux Vezinoises et Vezinois. En tous les cas, elle s'étend, cette plateforme de répit, sur le pays de Brocéliande, ainsi que 15 communes de Rennes Métropole, dont 7 communes du SIAS, soit au total 53 communes pour 125 257 habitants. Je pense qu'on passe à la diapo 30. Ah non, c'est quelle diapo là? 24. 24. Voilà. C'est le pôle petite enfance. Donc, le pôle de petite enfance avec les différentes activités, que ce soit les jardins, la ludothèque, le lieu d'accueil enfants,
par an ou les multi-accueils de façon globale, et le RPE, Relais Petite Enfance, de façon globale, il fonctionne bien. Et les chiffres que vous voyez, notamment le résultat comptable, signifie que ce n'est pas un déficit, mais c'est ce qui correspond à la participation des communes. Pour finir, le pôle solidarité emploi au niveau des aides sociales, on a déjà vu par rapport aux cartes Corrigo et sortir, je n'y reviens pas, lors de la commission action sociale. Concernant Vezel-Coquet, pour les aides alimentaires, il y a une augmentation. Il y a une augmentation de façon générale sur toute l'intercommunalité. Et là, nous passons de 28 aides alimentaires en 2022 à 39 en 2023. Et concernant les aides en carburant, c'est à peu près semblable, 2 à 3 demandes. Et les aides légales sont au nombre de 11. Voilà de façon assez synthétique la synthèse de la synthèse proposée par le Centre intercommunal d'action sociale, sachant que vous pouvez retrouver de façon très précise tous les commentaires qui sont dans le rapport d'activité qui est sur le site du SIAS. Merci. Merci. Donc, il vous est demandé de prendre acte du bilan d'activité. Merci. Nous avons épuisé donc toutes les délibérations. Il reste les décisions prises par délégation. Donc, je vais vous en donner connaissance. Tribunal administratif de Rennes, demande d'annulation d'un arrêté d'autorisation de division parcelle AH 179. Donc, date de l'audience, c'était le 6 juillet 2024. Il y a donc eu le retrait finalement du projet par le promoteur, retrait de l'arrêté par la mairie, désistement de la requérante, ordonnance donnant suite par le tribunal. Ensuite, au niveau donc co-contractant, le cabinet l'EXCAP, ça c'est nos avocats, objet de la prestation honoraire de défense des intérêts de la commune dans le cadre du contentieux, dans le cadre d'un arrêté d'autorisation de division parcelle AH 179 et permis de construire d'un projet par BAM, donc c'est la même chose. Donc montant du règlement 1980 €. Donc il y a eu le retrait du permis qu'on a eu tout à l'heure. Et donc on a payé d'un côté, puis on a eu le remboursement après, puisqu'il n'y a pas eu de suite de données. Donc on a été remboursé pour 1980 €. Remboursement suite contentieux dans le cadre d'un arrêté d'autorisation de division parcellaire AH 179 et permis de construire des projets par BAM. Au niveau des concessions, délivrance et reprise de concessions. Donc le 23 mai 2024, je vous donne le détail, carré F, une cave-urne sur la tombe 4. Le 27 mai 2024, carré B, rang 7, tombe 8. Je suis désolé, c'est que des chiffres, mais je ne vais pas vous donner autre chose. Le 28 mai 2024, columbarium, module 2, case 1. Et le 3 juin 2024, carré M, rang 1, tombe 1. Donc c'est tout ce qu'il y avait comme délégation. Au niveau des informations diverses, je vais vous rappeler qu'au samedi, donc samedi 5 octobre, de 9h30 à 12h, il y a la visite de la chaudière, effectivement, près de l'EHPAD, comme vous le savez. Donc je crois que ce sont des visites qui durent 40 minutes. Il faut s'inscrire avant, donc il a encore temps de s'inscrire. Le score, bien sûr, tout le FISCours, donc c'est le 12 octobre. Je crois qu'on a maintenant tous les bénévoles. Martine me fait signe que oui. Donc c'est effectivement une organisation très importante, puisqu'il y a entre 650 et 800 enfants de CM1, CM2, donc des 9 communes effectivement concernées par le score.
l'ouest de Rennes. Et il y a effectivement à peu près, au niveau des familles, plus de 1500 personnes donc, qui accompagnent les enfants. Donc ça va demander beaucoup de travail déjà au service, puisqu'ils ont beaucoup travaillé avec le SCOR, avec bien entendu Martine, ici présente, et d'autres élus. Et les bénévoles, bien entendu, donc et les parkings, effectivement le CRAPA, puisque la course se passe autour du CRAPA, en souhaitant bien entendu qu'il fasse beau. Donc merci à ceux qui participent. Autre information, le repas des sages, donc sauf faire de ma part, ou des seniors, je ne sais plus trop comment l'appeler. Les sages, hein, c'est ça. Les seniors ne sont pas toujours sages. Donc c'est le 19 octobre, c'est bien ça? OK. Et le prochain conseil municipal, le 25 novembre. Donc, c'est tout ce que j'ai voulu. Je souhaiterais rajouter un point. Oui, vas-y. Oui, je souhaitais rajouter une information. J'ai entendu dire, on est venu me dire avec surprise que les personnes, notamment pour le forum intergénérationnel et plus précisément pour le défilé de mode, étaient interrogatives. Donc j'ai enlevé immédiatement l'interrogation qui pouvait se poser. Je souhaite préciser que ce défilé de mode est bien intergénérationnel, ouvert à tous, du plus jeune au plus âgé, du plus jeune, c'est-à-dire à partir de 6 ans tout de même, par rapport à bien s'occuper des enfants, et aux plus âgés, quelle que soit leur santé, c'est-à-dire qu'ils soient valides, qui marchent, qui sont en déambulateur ou en fauteuil roulant, puisqu'une personne a été quand même surprise d'une information qui aurait été transmise par la commune, et j'ai bien précisé à cette personne que si elle souhaitait, elle pouvait entièrement s'inscrire, il n'y avait aucun problème. Donc je dis bien que l'on marche pas, on soit en déambulateur ou fauteuil roulant, le défilé de mode est ouvert vraiment à tous. L'objectif est un objectif non seulement intergénérationnel, mais également inclusif. Merci pour cette précision. Donc l'ordre du jour est épuisé, effectivement. On va passer... Ça concerne le conseil ou... Moi aussi, je voulais donner une information. Donc, vendredi, sur le marché, il y aura la présence de l'ALEC qui va faire une animation autour des économies d'énergie pour les particuliers et des réflexions sur comment aussi faire baisser les factures énergétiques. Et en même temps, on aura un stand de Rennes Métropole sur la sensibilisation au tri des déchets. Merci beaucoup, Aurélie. Bien, petite information peut-être, Franck, qui concerne les élus concernant la boulangerie. Parce que moi, ma question, elle arrive tous les jours quasiment. Ah ben oui. D'accord. Donc la boulangerie, la déclaration préalable est accordée aujourd'hui même. Donc ça veut dire qu'il a rempli toutes les conditions pour pouvoir maintenant la balle est dans son camp, si j'ose dire. Un arrêté municipal sera pris, c'est à la signature, je pense, pour l'occupation du domaine public communal, pour installer son Algeco. Voilà, maintenant, la balle est dans son camp. Voilà. Absolument. Il est signé. Donc, voilà, écoutez, donc on arrête le conseil à 21h05.